la mondialisation suscite un autre type de violence qui, cette fois-ci, est produite par des entrepreneurs de crimes et qui utilisent la mondialisation pour potentialiser, renforcer, améliorer leurs propres gains. C'est-à-dire que l'un des effets de la mondialisation, c'est aussi la mondialisation du crime. C'est aussi l'apparition de flux transnationaux de nature criminelle. Et on est loin ici d'être dans le détail. Le chiffre d'affaires de la violence mafieuse est aujourd'hui autour de 2000 milliards de dollars. C'est-à-dire, c'est le premier des chiffres d'affaires d'entreprises économiques dans le monde aujourd'hui. Alors, comment vient-elle s'articuler, cette violence mafieuse ? À l'initiative, d'abord, d'entrepreneurs de violences mafieuses, entrepreneurs de crimes, qui savent utiliser et mobiliser les ressources de la mondialisation. Les triades en Extrême-Orient, n'oubliez pas que c'est environ 100 000 personnes, les Yakuza au Japon, quelque chose comme 30 000 personnes, la mafia russe, environ 160 000 personnes, Cosa Nostra, environ 40 000 personnes, peu importe. Mais derrière ces entrepreneurs de violence apparaissent toute une série de commerces mafieux. D'abord, tout le commerce sale, la drogue, la traite des êtres humains, le trafic d'organes, le trafic des déchets. Je voudrais m'arrêter sur certains de ces points. Les déchets. Savez-vous qu'un certain nombre d'États, dans les années 80, tiraient l'essentiel de leurs revenus du droit qu'ils vendaient à certaines entreprises pour être le lieu de recueil des déchets de celles-ci? C'est ce qu'on a appelé les États poubelles. Avant de sombrer dans la situation que nous lui connaissons actuellement, la Somalie s'était vendue, la Somalie du président Siad Barre s'était vendue comme État poubelle, c'est-à-dire contre rémunération, avait concédé le droit que les déchets de certaines entreprises européennes ou nord-américaines soient déversés sur les côtes. Par le jeu de la corruption, certains États que je nommerai pas du Golfe de Guinée ont fait la même chose, passant des contrats clandestins avec un certain nombre d'entreprises pour accueillir toute une série de déchets. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a fallu que certains mouvements sociaux se constituent à l'intérieur de la société nigériane, à l'intérieur de la société ivoirienne, pour que ce commerce vienne enfin à régresser. Bref, tout le flux qui consiste à aller déverser les poubelles du Nord vers le Sud constitue l'un des éléments les plus caractéristiques de ce commerce sale. Si vous prenez le commerce de la drogue, prenez ici le trafic de cocaïne, vous voyez le type de flux de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud vers l'Amérique du Nord, puis de plus en plus de l'Amérique andine également vers l'Europe. Et ce sur quoi j'attire votre attention, c'est ce flux de plus en plus important, c'est-à-dire la manière dont une partie du flux majeur qui part de l'Amérique andine vers l'Europe ou l'Amérique du Nord est maintenant détournée vers l'Afrique. L'Afrique devenant de plus en plus un lieu d'escale pour la circulation de la drogue. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Ça veut dire quelque chose de très important et sur lequel je voudrais attirer votre attention et qui est aussi un des faits bruts de la mondialisation. À mesure que l'État s'abîme, que le contrôle politique s'affaisse et que d'autre part, la pauvreté vient à se renforcer, chômage, sous-emploi, insécurité alimentaire. Vous avez de plus en plus d'agents qui, en Afrique, considèrent utile de participer à ce type de flux pour pouvoir ainsi corriger leurs échecs. Mais ça veut dire quelque chose de plus. C'est comme nous le verrons dans quelques semaines, l'Afrique devient de plus en plus un espace conflictuel qui va du Sahel occidental jusqu'à la mer Rouge et du golfe de Guinée jusqu'à l'Afrique des Grands Lacs. Cet énorme espace conflictuel est essentiellement un espace d'affrontement entre acteurs qui ne sont pas des États et qui sont des acteurs privés. Comment ces acteurs privés peuvent fonctionner, survivre, mais aussi s'armer, s'équiper, recruter, alimenter leurs troupes? Par l'appoint des trafics illicites de toute nature. Et donc, grâce à ce revenu que constitue le narcotrafic. Donc, il y a une conjonction naturelle entre sous-développement, guerre et trafic en tout genre. Et cette correspondance se renforce réciproquement. C'est-à-dire que souvent, le personnel est le même, passe d'un groupe à l'autre. Les ressources se confondent. Les entreprises, comme par exemple les prises d'otages, étant souvent menées par alliance, par accord entre milices guerrières et narcotrafiquants. Il ne faut jamais négliger le retour politique du narcotrafic, ceux qui l'alimentent, les milices, les groupes terroristes, les réseaux d'entrepreneurs de violence de toute nature, mais aussi les États corrompus ou les États du Nord, qui en profitent aussi de leur côté. Il ne faut pas oublier comment certains conflits, notamment en Amérique centrale, ont été financés par une certaine puissance nord-américaine en détournant ainsi les revenus du narcotrafic. Ces logiques d'imbrication sont des logiques terribles, mais c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, des logiques systémiques, c'est-à-dire qui appartiennent même à la mondialisation. Je voudrais enfin vous dire deux autres choses. La première, c'est qu'il existe une variété incroyable de criminalisation des flux transnationaux. Il y en a un qui prend également de l'importance et qui est celui-là, les actes de piraterie dans le monde. Nous sommes dans une situation où la piraterie prend de plus en plus d'importance. Vous avez, à travers ces grands cercles bleu-violet, une représentation des principaux foyers de piraterie maritime dans le monde. Vous voyez cet énorme foyer que constitue la partie occidentale de l'océan Indien, de la côte d'Oman et du Yémen jusqu'à la Tanzanie, voire le nord de Madagascar. De loin le plus important. Qui sont ces pirates? Des gens mauvais, méchants, désagréables, antipathiques? Certes. La plupart du temps, mesdames et messieurs, ce sont de pauvres marins, pêcheurs, qui se font voler leurs ressources piscicoles par des grandes entreprises de pêche européennes qui viennent ainsi, grâce à la libération du transport maritime et des pêches, pêcher en océan Indien et qui n'ont pas d'autre ressource que de s'attaquer
à de pauvres malheureux, souvent plaisanciers, qui font du cabotage le long de la côte africaine et de la côte arabe. Ne croyez pas que la piraterie soit seulement un effet d'entreprise mafieuse, c'est aussi, par moments, des entreprises de survie individuelle. Donc, ce lien toujours très important qu'il y a entre le défaut d'intégration sociale et internationale et cette généralisation des activités criminelles. Retenez aussi ceci, le golfe du Bengale, et surtout cela, autour du détroit de Malacca. Pourquoi j'insiste sur ces deux lieux, plus le golfe de Guinée, bien entendu? C'est parce que tout l'approvisionnement, enfin une bonne partie de l'approvisionnement énergétique de la Chine dépend de cette voie de circulation maritime. Donc la piraterie coûte extrêmement cher à la Chine, qui a mis en place ce qu'on appelle le collier de perles, c'est-à-dire de tout un réseau naval de surveillance des côtes, non seulement des côtes chinoises, qui sont relativement tranquilles, mais surtout des côtes d'Asie du Sud-Est, avec tous les problèmes que cela peut lui poser. Donc, importance, je peux vous donner, j'ai le temps, quelques chiffres quand même. Le nombre d'attaques par an tourne autour de 250. C'est énorme. Hein, si on prend maintenant la ventilation par pays, ça donnerait des résultats. Bon, je n'ai pas le temps de détailler. En tête, la Somalie, bien plus loin, mais de façon préoccupante et de plus en plus préoccupante, le Nigeria. Dernière chose que je voudrais vous dire, c'est ceci. C'est le dernier des flux mafieux, c'est le blanchiment de l'argent, et au-delà du blanchiment de l'argent, les capitaux qui viennent se déplacer et plus exactement se placer dans des paradis fiscaux. Vous avez là une carte des paradis fiscaux qui font l'agenda de pas mal d'organisations internationales qui tentent de les juguler. Vous voyez qu'a été mis en place, et ça c'est intéressant, un indice qui s'appelle, vous avez là l'Opacity Score du Tax Justice Network qui a établi cette statistique. Plus le cercle est foncé, plus l'opacité est grande, c'est-à-dire que vous voyez comment ce qui est à peu près la moitié des capitaux en circulation dans le monde sont placés, la moitié des capitaux dans le monde sont placés dans des paradis fiscaux qui échappent à la taxation. Donc vous voyez tout ce que cela peut impliquer. Je ne citerai pas les pays concernés, vous les lirez, parce que la fois où je les ai cités, j'ai eu des ennuis avec une ou deux de leurs ambassades. Donc, lisez, évidemment, tout ceci est faux, évidemment, ni Monaco ni le Liechtenstein ne font de paradis fiscaux, tout ça, c'est des histoires d'intellectuels. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voudrais vous dire. Je voudrais, en conclusion, juste vous rappeler une chose qui me paraît très importante. C'est que la mondialisation apparaît ici comme un phénomène structurel, irréversible. On ne va pas abolir le fax, on ne va pas abolir Internet, on ne va pas abolir le téléphone portable, etc., etc. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde nouveau, structuré par un jeu de communication sur lequel on ne reviendra plus jamais. Donc le problème qui se pose à partir de là, c'est de voir ce qui se fait. Nous ne pouvons pas encore en faire une théorie parce que ce que j'essaie de vous montrer, c'est que le phénomène est beaucoup trop composite, beaucoup trop complexe, parfois même contradictoire. En revanche, une place existe pour en penser la politique régulatrice. On sait maintenant que mondialisation n'est plus synonyme d'ultralibéralisme et que l'on peut concevoir une mondialisation qui soit effectivement, je dirais, métalibérale, c'est-à-dire constituée de régulation, constituée de répartition et constituée de solidarité.